Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 3. Je vous avais prévenu sur ce début de Giro et ça va encore être le cas sur les étapes suivantes. Les débriefs vont arriver de manière un peu plus aléatoire que d'habitude. Tout sera réglé je pense à partir de vendredi où les étapes seront de nouveau le soir, les débriefs seront de nouveau le soir, mais voilà, jusqu'à vendredi, encore une fois, je ne suis pas chez moi. Après, il faut que je rentre chez moi, il y a un petit temps de récup dans ce genre de situation. Mais voilà, on va avoir un petit peu de retard. Les présentations, elles, sont tous les jours à 7h, mais les débriefs, parfois, vont arriver un petit peu en retard. Débrief de cette étape numéro 3, on va revenir un petit peu sur les coureurs au top, les bonnets d'âne. Il n'y aura pas 50 000 choses à dire du côté de cette étape qui n'a pas été extrêmement passionnante, et je me dis parfois que j'aurais peut-être mieux fait de regarder le Trobro-Léon plutôt que cette étape du Giro, mais là aussi j'aurai des courses à récupérer du côté du week-end breton de la Coupe de France, parce que là c'est vrai que sur cette étape ça n'a pas été extrêmement passionnant. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Et puis, quand vous cliquez rapidement sur les vidéos, je remercie les gens qui cliquent rapidement sur les vidéos juste après leur mise en ligne, parce que comme ça permet de les mettre en avant un peu plus sur YouTube et donc d'augmenter la communauté de la chaîne. Et donc je remercie les gens qui font cet effort, les gens qui font l'effort également de faire un super thanks. Étape numéro 3, le débrief de cette journée. Pas extrêmement passionnante cette étape, on va pas se mentir. Il y avait, je pense, un parcours qui pouvait nous rendre une course indécise. La Lidl Trek, la Bora aussi en ont peut-être décidé autrement. Et puis je pense surtout certaines formations qui n'ont pas été dans les échappées. Et comme je le dis souvent, parfois il faut oser tout perdre pour pouvoir gagner. Et bien là, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes n'ont pas osé tout perdre et sont restées, on va dire, dans un schéma de course classique. C'est vrai que quand j'ai vu la composition de l'échappée, je me suis dit, bon, c'est pas exceptionnel. Après, c'est vrai que la Red Bull Bora a plutôt roulé pour éviter d'avoir beaucoup de coureurs qui partaient dans l'échappée, ce qui pour moi n'avait pas énormément d'intérêt parce que, en gros, là aujourd'hui, Pedersen a le maillot rose, mais dès qu'on va avoir une étape un petit peu plus compliquée, Pedersen risque de perdre ce maillot de leader, alors que le laisser, je sais pas moi, un coureur, là on a eu, Fortunato, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais le laisser à un Pello Bilbao, je pense que cette année, Pello Bilbao, il aura du mal à faire top 10 quand même du côté de la Bahreïn, raisonnablement. Et puis ça aurait pu affaiblir également Tiberi, donc tu aurais pu en plus faire d'une pierre deux coups dans ce genre de situation. Ce qui aurait pu être une bonne idée, par exemple, ou tenter avec d'autres coureurs. Après, moi, j'ai été un petit peu déçu dans la dernière montée du jour parce que je trouve qu'on n'a pas eu un énorme tempo et pourtant, on n'a pas vraiment d'attaque. On ne peut pas dire que l'accélération de Pidcock ait été une grande attaque. Donc, à la fin, on se retrouve à avoir un sprint. Mais autant, lors de la première étape, Lidl Trek a vraiment fait un énorme tempo pour éviter d'avoir une échappée qui aille au bout. Autant là, je pense que il y a eu un petit manque d'ambition du côté de certaines formations qui n'ont pas forcément eu l'envie d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Donc c'est un petit peu dommageable pour moi du côté de cette étape. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de spectacle. Et ce qui fait que la note s'en ressent. J'ai pas voulu être trop méchant non plus, mais j'ai mis un 9 sur 20. Certes, on est en début de course, mais je pense qu'il y avait quand même l'opportunité d'aller chercher un grand résultat. Et puis l'an dernier, Benjamin Thomas, c'est l'étape 5. Sa victoire, c'est l'étape 5 ou 6, Benjamin Thomas, je crois que c'est 5. Donc c'est-à-dire qu'en début de course, on peut avoir des échappées qui vont au bout et on peut avoir de la visibilité. Benjamin Thomas, je pense que l'an dernier, il a eu de la visibilité, la Cofidis aussi, grâce à cette victoire. Donc là, je pense encore plus dans un cyclisme actuel qui est quand même un cyclisme à 2, 3, 4 vitesses, même en World Tour. Je me dis qu'à une époque, à l'époque
de Lance Armstrong, notamment quand les mecs savaient qu'il y avait quand même peu d'opportunités d'aller chercher la victoire, on allait chercher les échappées et on prenait beaucoup d'échappées et on essayait que ces échappées aillent au bout. Aujourd'hui, alors bon, c'est vrai qu'il y a déjà les organisateurs de grands tours qui ne rendent pas les échappées, enfin qui n'essayent pas forcément de tout faire pour que les échappées se développent, notamment du côté du Tour de France encore plus que du côté du Tour d'Italie. Parce qu'au moins il y a 3 sprints intermédiaires du côté du Tour d'Italie, donc 3 chances d'obtenir un petit pécule financier. Mais surtout, je trouve que très souvent, vous avez des équipes qui pourtant n'ont pas forcément grand intérêt à rester dans le peloton, parce que pas forcément un leader excellent pour aller jouer le classement général, ou encore une fois, être 6 au lieu de 7 dans le peloton, ça ne va pas changer véritablement la manière de protéger un leader. Et je trouve que voilà, on néglige un peu les échappées. Or, ça peut vous donner des bons résultats à la fin. Et je rappelle qu'en plus, cette année, une victoire d'étape sur les grands tours, ça a été un petit peu amélioré. Avant, c'était 100 et 120, je crois, sur le Tour de France. Et c'était 125 sur le Tour de France et 100. Là, désormais, c'est 180. Les 15 premiers ont des points UCI. Quand on voit que certaines équipes ont quand même un petit peu du mal dans ce registre, eh bien, elles seraient peut-être bien inspirées d'aller chercher des échappées. Pourquoi pas essayer d'aller au bout. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, pas énormément de choses à dire. Du côté de cette étape, c'est vrai qu'on pourrait peut-être regretter qu'un Nicolas Prudhomme n'ait pas essayé de prendre la roue d'un Pello Bilbao quand il a accéléré, mais on voit que c'était peut-être déjà un petit peu tard à ce moment-là pour tenter de faire un groupe de contre dans cette situation. Alors du côté des Bleus, je rappelle donc soit les coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises, eh bien on pourra noter l'échappée de Dries de Bont, mais qui a été lâché assez vite dans la montée finale. C'était trop compliqué pour lui. On pourra notifier également que Romain Bardet, malgré une crevaison, a fini dans le temps du peloton avec David Gaudu et également Nicolas Prudhomme, et un David Gaudu qui a fini avec Rémi Rochas dans ce premier groupe. On pourra notifier également que dommageable du côté de la Cofidis de ne pas avoir réussi à mettre un homme devant, et notamment Sylvain Moniquet, qui a donc perdu son maillot de la montagne face à Fortunato. Autant vous dire que face à Fortunato, ça risque peut-être d'être compliqué d'aller le chercher. Et puis on notera que Arkea avait pas mal de coureurs en Arkea. Il y avait quand même 4 coureurs qui étaient dans le premier groupe et qu'on n'a pas tenté grand-chose dans ce peloton, ce qui fait qu'il y a seulement Thiota qui marque 2 petits points UCI. Autant vous dire que ça ne sert à rien, car Thiota n'était pas encore dans les 20 meilleurs coureurs de la Arkea en termes de points UCI. Donc autant vous dire que les 2 points qu'il a marqués, c'est comme si ça faisait 0 pour le moment du côté du Norvégien. Et on pourrait se dire qu'on aurait peut-être pu essayer quelque chose du côté de la Arkea dans les 20 derniers kilomètres, tenter une attaque, tenter d'accélérer. On n'avait pas forcément le coureur qui avait la grosse pointe de vitesse. Donc on aurait peut-être pu être beaucoup plus offensif et pourquoi pas aller marquer des points et pourquoi pas aller chercher une victoire surprise sur cette étape. Mais on a été plutôt passif dans le final, et ça c'est peut-être une déception. Sinon voilà, rien à dire du côté des leaders du classement général. Et du côté des sprinters, eh bien Paul Magnier notamment est arrivé dans le peloton avec Olaf Koy. Et notamment le groupe de Gerben Tyson, donc le groupe des lâchés, parce qu'ils ont été lâchés assez vite dans cette étape. Du côté de Paul Magnier, qui doit maintenant attendre avec impatience l'étape numéro 4 pour pouvoir faire, pourquoi pas, un premier grand résultat sur un grand tour, en rappelant qu'il connaît déjà l'Italie
avec notamment le Baby Giro où il avait été très intéressant l'an dernier sur cette course. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Eh bien, du côté des coureurs au top, on commence avec Mats Pedersen, double vainqueur désormais sur ce Giro. Il est bien parti, Mats Pedersen, et surtout, ce qui est intéressant pour lui, bon, déjà une nouvelle victoire. Je trouve en plus que son sprint est peut-être le plus intéressant depuis le début de saison, parce que autant, bon, je l'avais trouvé très fort sur les classiques flandriennes, mais dans le registre du sprint, je l'avais trouvé décevant depuis le début de saison. Je trouvais qu'il avait tendance à lancer de très loin, mais qu'il n'y avait pas forcément la puissance habituelle. Et même son premier sprint sur le Tour d'Italie, je vous avais dit un petit peu la même chose, j'avais trouvé sa fin de sprint pas forcément excellente. Et là, alors certes, il n'y avait pas Wout van Aert, il n'y avait peut-être pas Olaf Koy non plus, et les autres valeurs étalons, mais je trouve que Corbin Strong n'a absolument pu rien faire. Et pourtant, il est dans la roue, Corbin Strong. Il n'est pas forcément obligé de batailler tant que ça pour prendre la roue de Pedersen en plus. Et il ne peut rien faire. Il ne peut absolument pas remonter Mats Pedersen. Et j'ai trouvé le sprint de Pedersen très intéressant. J'ai eu en le regardant, notamment sur la vue d'hélicoptère, j'ai eu le sentiment de puissance du côté de Mats Pedersen que je n'avais pas eu forcément sur les étapes précédentes et sur ses sprints précédents. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et puis bon, il confirme qu'il est en grande forme, mais son contre-la-montre était déjà plutôt bon. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, on voit encore une fois le travail qu'a fait la Lidl Trek, notamment Vacek, qui a fait encore du bon job dans le final. Et ce qui permet à Pedersen d'avoir un temps d'avance et surtout de ne pas se faire remonter par les équipes adverses. Et c'est vrai que la Lidl Trek là, a encore fait vraiment un très très bon boulot pour Mats Pedersen, même si c'était un peu moins impressionnant que dans l'étape numéro 1 où là c'est vrai que c'était presque, comme on aime le dire très souvent en ce moment, une masterclass. Du côté de la Lidl Trek et du côté de Pedersen. C'est également très intéressant pour le maillot cyclamen, le maillot de meilleur sprinter, et bien parce que Pedersen prend l'avantage sur ses adversaires. Koy n'a pas marqué de points ou quasiment pas. Si on regarde un peu plus attentivement, vous avez beaucoup de coureurs qui pour le moment n'ont pas marqué de points dans les purs sprinters. Magnier, Koy, Caden Groves, également, et lui il en a déjà 54, c'est-à-dire qu'il a 2 sprints d'avance sur ses adversaires, et ça c'est plutôt très intéressant du côté de Mats Pedersen. Ce petit pécule, c'est cette avance du côté du coureur danois, et les points qu'il a pris sur ce premier week-end en Albanie, il a pu aller prendre derrière. Et c'est-à-dire qu'il peut se rater. Il peut se rater une fois, Mats Pedersen, ça n'aura pas vraiment de conséquences pour le moment. Donc je pense qu'en plus il a l'objectif d'aller chercher ce maillot cyclamen qu'avait remporté en plus l'an dernier Jonathan Milan. Et je pense que le sponsor, on sait que certes c'est une équipe américaine, mais qui a toujours eu une attache importante avec l'Italie, notamment c'est Pirelli qui fournit les pneus. Pirelli, c'est une marque italienne, donc on pense que voilà, ce maillot cyclamen peut être un objectif important du côté de cette formation. On poursuit avec un deuxième coureur top, Corbin Strong. Vraiment une belle étape aujourd'hui du côté de Corbin Strong. Il s'est bien battu, Corbin Strong, parce que dans la montée, il était un petit peu en difficulté. Il ne fait pas forcément une grande descente. Alors la descente qui était, je vous avais dit, c'était pas la descente la plus horrible du monde. C'était un peu technique, mais ça, je trouve qu'Eurosport, on a fait un peu des caisses sur la descente parce qu'il n'y avait pas non plus des trucs horribles. La route était en bien meilleur état que ce qu'on a eu parfois en début de journée. Il n'y avait pas de biquettes sur le bord de la route qui pouvaient percuter les coureurs ou de chiens errants comme dans le final de l'étape du côté de cette journée où on peut se dire quand même qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe encore. Avec, je pense, un chien errant, parce qu'il faut savoir, dans ces coins-là, il y a quand même beaucoup de chiens errants qui a traversé la route. Mais du côté de Corbin Strong, un beau sprint, surtout que moi, j'avais été déçu par sa première étape. Je vous en avais parlé
Pour ceux qui ont vu la vidéo hier, j'avais dit oui, bon, bah, Corbin Strong, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est un coureur qui n'est pas suffisamment bon sur les sprints sur le plat et qui a du mal à passer les plus grosses bosses également. Et j'avais oublié, en fait, dans la chute, du côté de Corbin Strong, c'est qu'il était tombé au niveau du lampadaire. Pour moi, c'était un autre coureur. Pour moi, c'était Nick Schulz qui était tombé. C'était pas Corbin Strong. C'était Corbin Strong au niveau du lampadaire. Donc voilà, j'avais été un petit peu déçu par Corbin Strong, mais voilà, il y avait une raison logique avec cette chute. Et ça veut dire que déjà, la chute n'a pas été catastrophique et pourtant il fait un beau soleil sur le lampadaire et qu'il a donc bien récupéré de cette chute qui était plus spectaculaire qu'elle n'avait de conséquences sur le physique. Et là, moi, je trouve que son sprint est intéressant. Bon, voilà, en gros, il peut pas remonter Pedersen, mais pour moi, Pedersen, c'est meilleur que Strong. Donc, c'est logique. Bien emmené également par ses équipiers. Donc, chez Israël, on mise pas tout sur des IG. Ça, c'est intéressant de le voir. Sur certaines étapes, on va laisser des équipiers, je pense, autour de Corbin Strong. Et oui, après, il marque des points UCI. Ça fait un gros résultat pour lui également sur les grands tours, parce que jusqu'à maintenant, Corbin Strong sur les grands tours, ça n'avait pas forcément été si exceptionnel que ça. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant pour lui également, notamment au niveau de la confiance. Donc ça peut être vraiment très bien. Et puis, oui, non, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment bien pour Corbin Strong et ça peut le mettre en confiance sur la suite de la course. Surtout qu'Israël sprint Tour d'Italie, on se rappelle tous de Chimolai qui avait été très performant et qui avait été efficace. Donc après, il y avait quelque chose d'intéressant à faire, mais pour moi, voilà, c'est un coureur qui peut être vraiment bon dans ce registre-là. Il faut qu'il prenne de la confiance peut-être. C'est peut-être ça qui lui manque à Corbin Strong. Mais à Rambourou, on a vu, avec un peu de confiance et des jambes très bonnes, ça a fait un très bon tour du Pays Basque. Eh bien, peut-être que Corbin Strong, il lui manque pas grand-chose pour faire un bon résultat. Et là, cette deuxième place va peut-être lui permettre de prendre de la confiance. Et puis je termine avec un coureur de la Bahreïn. Il y avait pas mal de Bahreïn. Alors moi je me suis dit, Zambanini il est passé. Parce que c'est vrai qu'on cherche un petit peu quel coureur de la Bahreïn. Je me disais, oh c'est peut-être pas Zambanini, c'est peut-être pas Squalone. Je me disais, à l'arrivée quand je vois que c'est Zambanini, je me suis dit, dis donc c'est très très bien. Du côté d'Edoardo Zambanini, du côté de ce coureur qui a une très très bonne pointe de vitesse et qui passe un peu les bosses. Mais vu le rythme de l'étape, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à faire un top 5 aujourd'hui. Edoardo Zambanini, je vous en avais un petit peu parlé lors de la présentation des sprinters. J'avais dit, je trouvais que c'était un peu tendre. Voilà, Edoardo Zambanini. Et bien là, ça a été une belle étape pour lui. Pourtant, il a dû se débrouiller un petit peu seul. Mais il s'en est très très bien sorti, Zambanini. Mais vu le rythme de cette étape, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à être aux avant-postes, devant Oldani, devant Vendramé. Voilà, il a su saisir sa chance et prendre donc cette 5e place qui, pour lui, est son meilleur résultat sur un grand tour. C'est quand même son 4e grand tour dans sa carrière, à Zambanini. Ah non, c'est son meilleur résultat sur le Giro parce qu'il avait fini 3e d'une étape sur le Tour d'Espagne. Et ça remonte déjà à 2022. C'est vrai que c'est un coureur qui avait fait des résultats intéressants en début de carrière. Ça s'était un petit peu tassé depuis. Alors 2024 était pas mal, mais il y avait quand même pas mal de résultats plutôt sur des courses, on va dire, de seconde zone. Et là, un résultat intéressant avec cette 5e place sur ce Tour d'Italie. Peut-être qu'il va réussir à égaler son meilleur résultat sur le Tour d'Espagne 2022. Mais oui, donc un grand tour par an depuis 2022. Il arrive toujours à faire un grand tour. Donc voilà, très intéressant. Edoardo
Zambanini parce que je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là et surtout je m'attendais pas à le voir passer la bosse. Donc j'étais plutôt très content pour lui. On passe au bonnet d'âne. Je commence avec la Quick Step. Assez surpris qu'ils aient pas mis un mec dans l'échappée aujourd'hui, la Quick Step quand même, parce que quoi de mieux qu'une échappée pour relancer un peu la dynamique d'un groupe qui forcément est affecté par la chute et l'abandon de son leader après une étape. Je rappelle toujours que le jour où Landa abandonne le Giro, il y a quelques années avec la Bahreïn, le lendemain, victoire de Gino Mäder de la Bahreïn, et ce qui va lancer cette fameuse dynamique sur toute l'année où ils seront extrêmement visibles, parce que je crois que c'est 2021 de tête, où il y a les victoires de Colbrelli, il y a la victoire de Colbrelli sur Paris-Roubaix, où il va y avoir toute cette dynamique-là du côté de la Bahreïn qu'on n'aurait peut-être pas eu si le Giro avait été catastrophique avec une équipe qui se morfondait. Moi, je suis convaincu que cette victoire-là de Gino Mäder avait eu un impact très fort dans l'équipe et dans la manière dont cette équipe avait abordé les choses ensuite. Donc, je suis assez surpris, moi, quand j'ai regardé l'étape et que je ne vois aucun quick step, tout simplement, à l'avant, alors que, en réalité, du côté des quick steps, c'est là où il fallait être dans l'échappée. Surtout qu'on savait que Paul Magnier ne passerait pas. Moi, je vous avais mis parmi mes favoris Ethan Etor, parce que je m'étais dit dans une étape comme ça à l'avant, ça pouvait peut-être le faire avec un petit temps d'avance, mais pas d'attaque de quick step surtout. On a vu pourtant un moment Ineos, on a vu Tarling, on a vu quelques coureurs tenter. J'ai pas vu de quick step véritablement tenter de prendre l'échappée. Et pour moi, c'est une erreur parce que encore une fois, il y avait l'opportunité de faire quelque chose. Et puis, bon, certes, Garofoli fait 11e aujourd'hui. Ouais, c'était chaud aussi dans sa manière de. Il s'est fait sa place, Garofoli. On va le dire ça comme ça. Mais en gros, ils n'avaient aucune chance de faire un grand résultat sur cette étape, ou très peu de chances de faire un grand résultat sur cette étape. Et surtout, je pense à un coureur comme James Knox, par exemple, ça lui coûtait pas grand-chose de prendre l'échappée. Et ça coûtait pas grand-chose à l'équipe non plus que James Knox prenne l'échappée, un Ethan Etor aussi. Je pense qu'on aurait pu essayer du côté de la Quick Step et j'ai été déçu. Voilà, du côté de cette formation qui n'ait pas eu des tentatives plus intéressantes. Déjà qu'en plus la Quick Step, voilà, c'est sûr que le fait que Remco Evenepoel ait repris au CETA, ça leur a quand même coûté des points au niveau UCI. Alors heureusement, il y a eu Paul Magnier notamment, Tim Merlier aussi qui a apporté beaucoup de points. Mais c'est vrai que ça leur a coûté forcément sur la première partie d'année. Et je me disais, tiens, pour essayer de créer une dynamique, d'enclencher une dynamique sur ce Tour d'Italie, prendre l'échappée et puis essayer de voir où ça allait, essayer d'aller le plus loin possible, ça aurait pu être intéressant du côté de cette formation. Bon, ça n'a pas été le cas, j'espère qu'ils ne le regretteront pas. Je poursuis avec Arkea. Alors, on en a parlé du côté du bilan des Bleus, mais je voulais vraiment renforcer encore ça dans cette vidéo. Et c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de choses à mettre en flop du côté de cette étape, mais c'est vrai que je trouve que dans les 20 derniers kilomètres, il fallait tenter quelque chose du côté d'Arkea. On a 4 coureurs, mais aucun qui n'a véritablement une pointe de vitesse. Alors, soit on tentait quand même d'essayer de faire un top 10 en faisant un train, je sais pas, pour Verret par exemple, ou pour Toyota. Mais je pense que l'idée la plus intéressante, c'était de tenter le coup du kilomètre. Et je suis assez surpris du côté de cette formation qu'on n'ait pas tenté le coup du kilomètre. Quand on voit également qu'ils arrivent à être 4 dans le final, tu te dis qu'il y aurait peut-être pu avoir également une attaque pour l'échappée du jour et que là, on a peut-être raté également une opportunité, une grosse opportunité de marquer des points du côté de Arkea parce qu'on a peut-être été encore une fois un peu trop passif parce qu'on aurait pu faire des choses bien plus intéressantes du côté de cette formation. Et c'est vrai que ouais, j'ai été déçu parce que il y a un moment tu vois Verret remonter, tu te dis il va peut-être attaquer Verret.
Tu vois Chiota, tu te dis bon, il y en a peut-être un qui va tenter quelque chose. Encore une fois, la pointe de vitesse n'était pas suffisante pour ces coureurs-là. Et puis on nous avait dit en plus avant le début du Giro que bon, on allait courir de manière offensive. Alors autant Ineos, on les a vus un petit peu au niveau offensif, autant du côté d'Arkea, on aurait peut-être pu faire un peu mieux voilà, du côté de cette formation et tenter quelque chose de loin. Donc là aussi déçu du côté de la formation française parce que je m'attendais un peu mieux. Et puis on termine avec Van Aert. Oui, déception pour moi du côté de Van Aert. Parce que j'avais trouvé la première étape de Wout van Aert très intéressante. Et puis il y a eu ce contre-la-montre déjà de l'étape 2, pas exceptionnel. Où bon, il prend 34-35 secondes enfin voilà, il finit assez loin. Au final, Van Aert, alors il nous dit bon bah j'avais pas des bonnes jambes, j'ai relâché. Je suis plus si sûr qu'il ait relâché tant que ça Van Aert. Peut-être un peu de fatigue du côté de Van Aert parce que c'est vrai qu'il enchaîne un petit peu les jours de course. Après, il est plutôt habitué à faire ça. Wout van Aert, c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. Le coureur belge. Mais ouais, on a l'impression qu'il n'arrive pas trop à se mettre dans le bon tempo sur ce début de Giro. La première étape, bon, ça s'est bien passé, même s'il avait souffert hein, quand même dans la montée finale. Je me disais donc qu'il y avait du mieux physiquement. Et hier, enfin sur l'étape 2, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Je me suis dit, bon, il y a un petit contre-coup physique, ça arrive de temps en temps, quand on n'a pas encore un état de forme parfait. Mais est-ce que il va réussir à en remettre du côté de Van Aert? Là, c'est vrai qu'il y avait une opportunité quand même aujourd'hui et qu'il passe à côté, hein, Wout van Aert. Je pense que le contre-la-montre, ça lui a mis un petit coup au moral. Ça c'est clair et net, mais bon, je pense que la première étape, c'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait sur la première étape. Donc, je me dis que normalement, tu arrives quand même à garder du positif. Et puis, un coureur cycliste doit aussi réussir à savoir rebondir, parce que c'est un sport où d'une épreuve à une autre, d'un jour de course à un autre, on peut avoir des niveaux de forme qui sont quand même assez différents. Et réussir à se relancer et puis réussir à retrouver un nouvel objectif. Là, du côté de Van Aert, il passe un peu à côté sur cette étape, ce qui fait qu'on oublie presque la première journée de course en se disant oui, bah, les 2 jours d'après n'ayant pas été exceptionnels. On peut avoir des doutes. Alors l'avantage c'est que bon, il finit à 15:39 et qu'en plus il n'y avait pas de souci au niveau des délais hein, sur cette étape parce que le groupe Eto finit avec une belle marche quand même par rapport au délai. Mais bon voilà, c'est la seule satisfaction du côté de Van Aert pour cette 142e place parce que oui, ça a été un petit peu difficile pour lui, pour le coureur belge. On aurait pu s'attendre à beaucoup mieux voilà, du côté de Wout van Aert sur cette étape-là, mais ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. Et ben voilà, on a fait le tour du côté de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis ben nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao! On finit cette vidéo avec les différents classements et on commence avec l'étape du jour. Remporté donc par Mats Pedersen devant Corbin Strong et Luis Saolar. Brandon Rivera prend une 4e place intéressante du côté d'Ineos. Et puis Zambanini 5e devant Oldani. Vendrame, donc Marcellucci qui a été déclassé pour sprint irrégulier, hein, notamment des coups de tête sur certains de ses adversaires, donc sur Ulysse Caroni des Preto. Et ce qui fait que Marcellucci a pris un carton jaune. Ce n'est pas le seul à avoir pris un carton jaune sur cette étape. Vous avez également Ben Turner qui a pris aussi un carton jaune. Non, pas Ben Turner, pardon. C'est Darren Rafferty qui a pris 25 secondes de pénalité plus un carton jaune, car il a jeté ses ordures dans une zone qui n'était pas autorisée. Donc 25 secondes de pénalité plus le carton jaune et à ne pas reproduire sous risque d'exclusion de la course. Ce qui fait qu'on se retrouve déjà à 3 coureurs
avec des cartons jaunes. Marcelluzzi, notre ami également d'Intermarché qui était maillot blanc, c'était Buzzato. Et puis vous avez également donc Darren Rafferty qui ont un carton jaune. Du côté du classement général, eh bien c'est Matt Pedersen qui est en tête, qui reprend la tête de ce classement à Primoz Roglic. Matthias Vachek 3e devant Mike Multi et Juan Ayuso qui est 5e. Le classement par points, Pedersen prend l'avantage et prend une petite marge sur ses adversaires déjà. Tonelli 2e, Luis Aular 3e pour le moment. Du côté du classement de la montagne, c'est Fortunato qui passe en tête devant Sylvain Moniquet qui n'a pas pris de points, Pello Bilbao, Tonelli et Ciccone. Et puis du côté du maillot blanc, c'est Matthias Vachek qui est en tête devant Juan Ayuso, Del Toro, Poul et Tiberi. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Lidl Trek qui est en tête devant la UAE, la Red Bull, la Visma et la Movistar. Et on voit parmi les équipes qui ne sont pas bien positionnées au niveau des voitures, eh bien Carapaz qui a sa voiture seulement en 17e position. Storer également, seulement 14 avec la Groupama, c'est pas très bien positionné. Et Piganzoli également avec la Polti Visite Malta qui se retrouve à avoir une voiture très loin dans la file, ce qui est loin d'être l'idéal dans ce genre de situation. Eh bien, nous on se retrouve demain pour la présentation de l'étape numéro 4. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.